Puis c'est un exemple parmi tant d'autres, je pense, de nommer quelque chose qui paraît moins de la santé publique comme étant un enjeu de santé publique. À la Montérégie, on est des malheureux champions là, des féminicides, entre autres. Oui. Donc la violence faite aux femmes est un problème Au certainement. Québec. Oui, les stratégies qui sont les plus efficaces, c'est les stratégies qui peuvent paraître comme étant les plus inutiles. Et c'est pas mon rêve depuis que j'ai 4 ans d'être directeur de santé publique, pour être honnête. Bonjour à tous, bonjour Valérie. Salut Audrey. Bienvenue à un nouvel épisode de Ceci n'est pas une revue de presse. Cette semaine, on a reçu le nouveau directeur de la santé publique de la Montérégie, Dr David Martin-Milot. Puis on a parlé d'une foule de sujets avec lui parce qu'on s'est rendu compte que c'est vraiment large, en fait, vaste, la santé publique. Puis honnêtement, je sais pas pour toi, mais j'ai comme espoir en l'avenir. Il a envie de changer les choses, d'amener une vision différente. Puis, ben, On est entre bonnes mains, en tout cas. Puis avant de passer à l'entrevue, mais on vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube Ma Vie, Ma Région pour du contenu exclusif. et pour écouter tous nos épisodes. Bonne écoute! Cet épisode est présenté par Brossard Hyundai. Ceux qui savent, savent. Bonjour, Dr Milot. Bienvenue à Ceci n'est pas une revue de presse. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour. On rentre dans le vif du sujet. Vous occupez officiellement le poste de directeur de la santé publique de la Montérégie depuis septembre dernier. Vous succédez à Dr Julie Lollier, qu'on avait beaucoup vu durant la pandémie, évidemment. Sentez-vous que vous avez de grands souliers à chausser? Certainement, certainement. En fait, j'ai eu le bonheur aussi d'être un étudiant à la spécialité de santé publique sous la direction de Julie Lollier, puis ensuite d'être un médecin dans son équipe aussi. J'ai pu voir à quel point elle a été vraiment une bonne défenseur, en fait, de la santé publique, puis de l'intérêt là, de la santé populationnelle, qui est finalement notre intérêt premier Oui. en santé publique. Puis mise à test de façon assez intensive avec la COVID, justement, où que la santé publique a pu justement être finalement mieux connue. Ça a été un enjeu quand même de notre domaine pendant de nombreuses années. Puis vu qu'on a influencé les gens qui nous connaissent, c'est déjà un gros avantage. Mais elle a fait d'une belle façon pendant la COVID où elle a été proche des différentes équipes, puis elle a été sensible justement à tout ce qui se passait à plein de points de vue au niveau social, au niveau de la santé certainement aussi, là, mais dans le vécu psychosocial de la population, dans cette grande crise-là qui a transformé la face de notre monde, on s'entend, là. Mais elle a aussi laissé plein de belles choses positives que je peux reprendre. Elle a laissé une équipe très solide, entre autres, derrière elle, mais aussi des assises solides en termes de communication, de visibilité, puis d'influence aussi. J'ai été chanceux. Des grands souliers, mais qui sont dans la bonne direction quand même. Qu'est-ce qui vous intéressait dans ce poste-là? En fait, c'est pas mon rêve depuis que j'ai 4 ans d'être directeur de santé publique. Pour être honnête, je suis quelqu'un qui aime voir les opportunités venir, puis j'essaie d'être stratégique justement dans la suite des choses. Puis c'est un peu ça qui m'a amené à accepter, en fait, à apprendre à postuler d'abord, mais à accepter le poste ensuite aussi. Je trouve qu'on est à un moment de la santé, de notre système de santé au Québec, au Canada, dans le monde peut-être aussi, là, assez charnière pour que la santé publique prenne une plus grande place. Entre autres, en fait, mon passé à moi professionnel m'a permis de travailler beaucoup sur l'accès à la santé pour des populations plus vulnérables, des populations précarisées qui ont plusieurs obstacles. Comme quel type de population, par exemple? On En s'adresse fait, j'ai travaillé dans le domaine humanitaire beaucoup, puis de l'humanitaire au Québec aussi. Donc, on parle de populations qui ont besoin d'une approche humanitaire, populations en situation d'itinérance, par exemple, des populations migrantes sans papier, donc des populations migrantes à statut précaire, qu'on appelle, où les barrières d'accès à notre système de santé sont multiples pour des personnes qui n'ont pas des caractéristiques là, d'itinérance ou de migration, mais en plus, pour ces personnes-là, ça s'ajoute. Donc, moi, ce qui me passionne, en fait, c'est de voir comment est-ce qu'on peut trouver des solutions inattendues à des problèmes qu'on connaît depuis longtemps, qui est beaucoup autour de l'accès à la santé. Puis, aujourd'hui, avec un certain rapprochement de la santé publique puis de ce qu'on appelle les directions plus de soins, donc le système de santé, comme monsieur et madame, tout le monde a l'habitude de le réfléchir peut-être, avec ce rapprochement-là, en fait, je trouvais une belle opportunité de peut-être faire valoir, en fait, ce que moi j'ai appris sur le terrain, puis d'avoir une approche qui est avec mes couleurs peut-être là, dans la santé publique. J'ai, encore une fois, un passé professionnel qui est différent peut-être de ce qu'on a l'habitude de voir aussi, très ancré dans le milieu communautaire, très dans le terrain avec les gens. Puis j'ai pas une énorme expérience de gestion dans le réseau de la santé
publique, mais j'ai beaucoup d'expérience de gestion ou de gouvernance dans de l'humanitaire à l'international, mais aussi localement. Donc, c'est une façon différente peut-être là, de faire la santé publique. Puis, jusqu'à maintenant, je trouve qu'il y a une belle ouverture pour ça. Puis, c'est des opportunités qui sont intéressantes pour faire les choses différemment. C'était justement, en fait, une de nos questions. Vous l'avez dit, vous avez, entre autres, été longtemps impliqué avec Médecins du Monde Canada, qui a un rôle vraiment du point de vue humanitaire dans des zones de conflit. Comment cette expérience-là va teinter votre rôle de directeur de la santé publique ici? Oui. En fait, Médecins du Monde, j'ai commencé à travailler avec eux, ça fait à peu près 18 ans. Donc, je dis souvent que j'ai fait mon école de médecine à Médecins du Monde plutôt qu'à l'université où j'étais, parce que c'est là que j'ai appris la médecine que moi, je trouvais la plus intéressante, qui est beaucoup ancrée dans le social. Puis ce que j'ai appris là, c'est justement de questionner justement les conventions, parce que si on se dit, tu sais, les choses sont faites comme ça, les protocoles sont présents, mais on finit par oublier plein de gens, en fait, dans des façons de procéder. Puis, nous, à Médecins du Monde, on prenait soin de ces personnes-là, puis on essayait de comprendre leur réalité. Donc, j'ai une approche qui est beaucoup dans la compréhension, puis dans le questionnement de est-ce que c'est vraiment ça qu'on observe, est-ce que c'est vraiment ça qu'on entend, est-ce qu'on peut juste le revérifier ou est-ce qu'on peut le réfléchir autrement? Puis, avec peut-être mes traits de personnalité, je suis capable d'amener ce questionnement-là d'une façon qui est constructive, qui est peut-être moins menaçante pour les personnes qui sont en position de décision, parce que ça peut être menaçant parfois. Il y a ça, il y a aussi l'urgence. Je pense qu'on travaille dans l'urgence, en humanitaire, certainement. La diversité des approches, de voir la richesse dans la diversité, que ce soit ethnoculturelle, que ce soit la diversité de pensée aussi. On a tendance à peut-être juger rapidement ce qui est différent. Au contraire, ça m'alimente, puis j'adore ça, puis je le vois vraiment comme une source de richesse. Donc, il y a ça aussi. J'ai pris de l'assurance peut-être dans mon style de gouvernance. J'ai été impliqué auprès de Médecins du Monde de nombreuses années, mais j'ai pris la présidence du conseil d'administration Médecins du Monde Canada en 2020. Puis, rapidement aussi, j'ai été impliqué dans le réseau international, en fond, à essayer de structurer un peu l'humanitaire, finalement, ça, dans ces grands réseaux-là, pour essayer de donner plus de place aux pays, aux populations locales, de prendre eux-mêmes en charge leur système de santé, soit en Haïti, au Niger, au Nigeria, etc., où on travaille. Plutôt que d'arriver puis de dire, voici comment ça fonctionne, nous, on connaît ça. Exact. Okay. Fait que j'ai une approche très participative, j'ai une approche très consensuelle autant que possible. J'ai pas de problème à prendre des décisions. J'ai eu à gérer des grosses choses aussi dans le passé, mais ça demeure qu'après ma barre, mon option par défaut, ça va être vraiment le consensus, puis ça va être l'écoute, la déconstruction de certaines hiérarchies parfois. C'est important d'avoir une hiérarchie quand on est en urgence, quand on a besoin de faire passer des décisions d'une certaine façon, mais il faut aussi toujours avoir le réflexe de la déconstruire petit à petit, parce que ça déconstruit les pouvoirs, puis ça fait que tous les éléments qui s'installent dans nos systèmes, les éléments de discrimination, on entend parfois le racisme systémique, la discrimination systémique, c'est quand on déconstruit un peu les choses, on le voit. En fait, on la voit, cette discrimination-là, puis on réussit à avoir des leviers pour la déconstruire, puis finalement être un peu plus inclusif. Est-ce que ça peut créer un clash avec le système de santé actuel, votre vision? Oui, certainement. Puis même quand j'étais résident, on avait créé un groupe qui s'appelait Jeunes médecins pour la santé publique, qui visait justement à venir questionner les décisions qui avaient été prises en 2015, où il y avait un tiers du budget en santé publique qui avait été coupé par le ministre de la Santé de l'époque. Ça avait fait très mal. Puis je pense que ça l'a fait mal pendant la pandémie aussi, là, cette grande coupure-là. Puis on voyait des dossiers sur la prévention des ITSS, prévention du suicide, des dossiers clés à être coupés, alors qu'on disait dans les médias que c'était strictement de l'administratif, en fait. On a le malheur peut-être, ou la malchance en santé publique, d'avoir des stratégies. Les stratégies qui sont les plus efficaces, c'est les stratégies qui peuvent paraître comme étant les plus inutiles. Si on regarde d'un œil très simpliste, Vous lui donner un exemple, oui, exact. Ça peut paraître une grande parole, mais je pense entre autres à ce qu'on appelle chez nous la collaboration intersectorielle. Donc, collaboration, travailler ensemble, intersectorielle, c'est que moi, en santé, je ne suis pas la personne qui a les plus grands leviers pour pouvoir améliorer la santé de la
population. Ça va être des maires, des mairesses, ça va être des directeurs, directrices d'école, ça va être des employeurs. Puis, si je veux vraiment avoir un impact important sur la santé de la population, ben, j'ai pas le choix, il faut que je travaille avec ces personnes-là. Donc, la collaboration intersectorielle, c'est que moi, j'ai mon secteur de la santé, il y a le secteur de l'emploi, il y a le secteur scolaire, mais il faut qu'on travaille ensemble, puis il faut qu'on ait un même langage. Si on reste avec nos mêmes silos, avec nos mêmes vocabulaires, si je parle de santé à un maire ou une mairesse, je dis hey, tu devrais travailler sur tel aspect en santé. Non, non, ça c'est dans ta cour, organise ça avec les choses. Si je dis mais on devrait travailler sur le bien-être des citoyens. Tu veux avoir plus de citoyens et citoyennes, tu veux qu'ils soient heureux, tu veux qu'ils soient bien dans la municipalité, bien là, on parle le même langage, puis on va avoir les mêmes objectifs au final. C'est l'idée de prévenir puis d'avoir une vision plus globale de la santé dans la communauté plutôt que de se rendre ultimement aux soins de santé puis à l'hôpital et à l'urgence. À la réaction, oui, puis savoir gérer. Exact. C'est le grand, la grande fatalité peut-être de la santé publique actuelle, tant qu'on ne la financera pas adéquatement. C'est en fait, c'est un vortex, c'est un gouffre, le système de santé curatif, si on veut. Puis les gens qui sont dedans font un travail extraordinaire, mais c'est juste que si on continue de se dire il y a un problème, on va s'assurer qu'on le guérit. On le guérit, mais on n'ait pas au moins un ballon puis avec assez de ressources en prévention pour éviter que les personnes finissent par devoir aller à l'hôpital, ben notre système va s'écrouler. Puis je pense qu'il y a déjà certains signaux d'écroulement. Il est déjà sous pression. Donc, c'est un moment peut-être clé, justement. Puis, il y a des belles opportunités dans les stratégies des orientations provinciales en ce moment qu'on pourrait peut-être mieux aligner pour pouvoir créer cet effet de ballon-là. À travers votre parcours, vous avez eu aussi à vous pencher sur donc l'itinérance, l'accès au logement, comme vous le disiez. On comprend aussi que des situations comme celle-là, ben, ça peut jouer un rôle sur la santé physique et mentale des gens. En quoi c'est important de reconnaître que la crise du logement, par exemple, qui est un élément fort présentement en Montérégie, que c'est un enjeu de santé publique maintenant? Mais en fait, déjà de le nommer qu'il y a une crise de logement, c'est une belle avancée par rapport à des années antérieures parce que c'est pas d'hier que ça se prépare. Puis c'est un exemple parmi tant d'autres, je pense, de nommer quelque chose qui paraît moins de la santé publique comme étant un enjeu de santé publique. Mais en fait, c'est qu'on voit des impacts carrément sur la santé. La santé est une valeur, je pense, que la population québécoise très forte qui va être souvent dans ses priorités. Donc, de positionner, en fait, la crise du logement comme étant au-delà, justement, de l'aspect social, un enjeu de santé publique, je crois que ça vient donner plus de poids, justement, aux impacts de cette crise-là, mais aussi, ça donne peut-être des idées par rapport au levier. On a, en santé publique, justement, à essayer d'élargir les consciences peut-être par rapport à notre rôle sur certains enjeux, dont le logement. Ça peut paraître bizarre que le milieu de la santé se mobilise autour du logement, mais bon, on sait que si une personne paye trop cher son logement, eh bien, en fait, elle aura moins d'argent pour pouvoir payer, entre autres, la nourriture, l'épicerie, puis on en a des enjeux de sécurité alimentaire en Montérégie. Donc, il y a des interrelations comme ça entre le logement puis plein d'autres déterminants de la santé, donc ce qui est à la base, ce qui est les racines de notre santé. Il y a plein d'interrelations qui sont avec le logement, entre autres. Le stress, entre autres, que ça cause. Exact. On peut penser aux enjeux de salubrité. Ce sont des logements aussi qui ne sont pas en bonne qualité, donc des enjeux, on peut penser à la santé pulmonaire, par exemple, avec des enjeux de moisissure, mais le stress, ça, comme tu le mentionnes aussi, avec tout ce que ça peut amener, l'anxiété, puis les troubles de santé mentale pour certains, ou une détresse qui va amener aussi peut-être un dépérissement, que même la santé physique va s'en sentir affectée. Puis, on parle souvent de santé biologique, psychologique, mais aussi sociale. Le fait d'être dans cette crise-là puis de ne pas être capable de s'en sortir, bien, ça nous amène à nous isoler aussi, ça nous amène à être moins en lien. Puis on sait que le sentiment d'appartenance, on sait que l'espèce de calme qu'on peut avoir parfois d'esprit, c'est presque un luxe des fois. Aujourd'hui, dans une époque où on a plein de crises qui nous assènent comme ça, c'est ça qui est à la base du bien-être, en fait. Donc, de pouvoir essayer de diminuer les différentes pressions comme le logement sur la population, je pense que c'est nécessaire. Vous l'avez évoqué, il y a l'accès au logement, mais aussi la salubrité des logements dans lesquels les gens vivent. La santé publique de la Montérégie mène d'ailleurs un sondage sur les conséquences de l'insalubrité des logements sur la santé respiratoire des locataires. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce projet-là? Oui, en fait, on essaie de s'allier de plus en plus avec les milieux de la recherche aussi. Souvent, il y a ces deux réalités différentes, puis je pense que quand on les met ensemble, justement, ça donne des belles choses. Mais oui, en fait,
c'est justement d'essayer d'analyser, en fait, dans quel type de logement il peut y avoir des enjeux au niveau de la salubrité, donc de la contamination par différents éléments comme la moisissure, puis de voir comment ça affecte donc la santé pulmonaire. Mais en fait, ce qui est derrière ça, c'est surtout de voir peut-être les écarts, les inégalités qui se dessinent derrière des portraits comme ça. Donc, est-ce qui réellement a une concentration, dans quel type de groupe il y a une concentration de personnes qui ont davantage d'enjeux respiratoires liés à leur logement, par exemple. Parce que c'est des personnes, bon, on va penser d'abord les personnes qui ont un statut socio-économique moins important, donc qui ont moins d'argent dans leur poche, qui vont moins pouvoir payer un logement. Mais est-ce qu'il y a d'autres personnes, on parlait plutôt des personnes migrantes. Est-ce que des fois, d'avoir des enjeux aussi d'intégration, de par le fait que nos services sont pas assez inclusifs, est-ce que ça fait qu'il va y avoir aussi une moins bonne qualité de logement, par exemple? Donc, des études comme ça permet justement de faire ressortir des éléments de contexte qui sont clés, en fait, pour pouvoir vraiment avoir une approche qui est adéquate dans la situation, mais pas oublier personne. Puis, il y a 3 villes qui ont été ciblées pour ce sondage-là. C'est Salaberry de Valleyfield, Sorel et Saint-Joseph de Sorel. Pourquoi ces 3 villes-là? En fait, c'est des villes qui, on sait, ont peut-être des enjeux plus importants par rapport justement à des barrières d'accès à des services ou sinon par rapport au statut économique tout simplement. Donc, ça peut être des villes où on a des indicateurs de notre côté, dans notre lunette, des indicateurs de santé publique, là, des indicateurs donc de bien-être qui sont peut-être moins favorables, puis on veut comprendre pourquoi. Puis quand on voit qu'il y a une intersection entre des enjeux de logement et des enjeux justement de d'autres paramètres défavorables, ben, c'est là qu'on va essayer de cibler peut-être des municipalités particulières. Puis avec les résultats, dans le fond, de cette étude-là, après, vous pourriez, par exemple, aller voir des paliers de gouvernement ou que ce soit municipal, provincial, puis dire, il y a peut-être un petit enjeu ici auquel on doit s'intéresser. Mais c'est un élément constant que j'entends constamment depuis que j'ai commencé en fait mes fonctions comme directeur. On voit les portraits de santé, c'est une sorte d'outil de réconciliation des visions à la base. On part de la même base, on comprend l'enjeu avec nos lunettes, nos réflexions différentes, mais autour de chiffres qui sont les mêmes. Puis à partir de là, ben, on peut construire justement sur des pistes de solutions. Mais pourquoi est-ce que ce chiffre-là, ça serait quoi une façon de prévenir ça? Donc oui, certainement, en fait, quand on allie santé publique puis milieu de la recherche, on va être beaucoup du côté plus de l'utilité, on va être moins dans la création de connaissances pour créer des connaissances, mais beaucoup dans l'utilisation de ces données-là à des fins justement de modification de politique publique ou de modification de services municipaux, par exemple, qui vont pouvoir venir pallier la situation. Donc, on invite les citoyens de ces 3 villes-là à aller répondre au sondage. Puis, ce que je semblais comprendre, c'est pas nécessairement si tu vis dans un logement insalubre. N'importe qui habite dans un logement peut y répondre. Exact. On a besoin d'avoir quand même un portrait plus général. Puis des fois, les personnes ne vont pas nécessairement ils vont pas tout connaître par rapport au logement. Donc, ils vont peut-être justement nous aider à mieux comprendre leur situation de logement aussi dans tout ça. Vous parlez un peu du rôle de la santé publique de la Montérégie. On a comme appris à vous découvrir pendant la pandémie. Mais en temps normal, là, quels sont vos chevaux de bataille présentement? Vous en avez nommé plusieurs avec les inégalités sociales, accès au logement, mais est-ce qu'il y en a d'autres sur lesquels la santé publique travaille présentement à Montérégie qui peuvent faire une différence pour les gens? Oui, absolument. En fait, on peut parler peut-être dans un portrait plus large, là, disons, d'abord la santé publique. On a tendance à la catégoriser en fonction de différents domaines, si on veut. Donc, on vient de parler des données, là, donc le domaine de la surveillance. On essaie justement de renforcer l'utilisation des données. Je vous dirais que ça, c'en est un, certainement, que je mets de l'avant beaucoup, essayer de renforcer la culture de la donnée. Donc, d'avoir le réflexe comme gestionnaire, comme professionnel, de s'assurer qu'on priorise bien, parce qu'il y a des besoins partout. La Montérégie est énorme. Et donc, ben, et très varié selon les territoires aussi. Là, on s'entend, c'est pas un territoire uniforme. Absolument. Donc, déjà de renforcer ça, puis à tous les niveaux. Puis, des fois, il y a des données cliniques, donc d'accès à des services, puis il y a des données populationnelles. Et comme on en parlait, donc le statut socio-économique, combien d'enfants à la maison, etc., les montants disponibles. Puis, donc de croiser ces données-là, ça permet d'avoir des services qui vont être plus appropriés, d'avoir une meilleure vision sur l'accès. Fait que, surveillance. Après ça, si on parle plus de promotion et prévention, c'est là qu'on crée la santé. La promotion, c'est de travailler sur ce qui détermine notre santé. Donc, les déterminants sociaux qu'on appelle, comme l'emploi, le revenu, comme
le logement, justement, la sécurité alimentaire, mais aussi il y a des déterminants qui sont davantage sociaux et collectifs, comme par exemple le sentiment d'appartenance, justement la cohésion sociale. Donc, on essaie de travailler là-dessus. Puis ici, il y a des enjeux peut-être au niveau de la polarisation. Aussi, on entend beaucoup, il commence à y avoir davantage d'extrêmes dans les façons de penser. On sait malheureusement, par exemple, la Montérégie, on est des malheureux champions là, des féminicides, entre autres. Donc, la violence faite aux femmes est un problème, Au certainement. Québec? Oui, Ah, absolument. Oui. Donc, on a des C'est vrai qu'il y en a eu plusieurs dans la région dans les dernières années. Absolument. Puis, donc, ça, c'est chez les adultes. Chez les jeunes aussi, on voit beaucoup de détresse en santé mentale, beaucoup d'anxiété. On voit des tendances étranges qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le passé autour de la détresse, en fait, ressentie autour de la consommation aussi de certaines substances là, qui peuvent en découler parfois. Donc, autour de la promotion-prévention, puis ensuite, autour de la protection. Donc, dans notre jargon, c'est ce qu'on appelle la protection par rapport aux menaces. Donc, des menaces, on peut penser, entre autres, au changement climatique, qui sont bien présents, puis qui peuvent avoir des effets dans le quotidien des gens, avec des événements climatiques extrêmes, des grandes chaleurs, des grands froids. On entend parler de personnes en situation d'itinérance qu'on retrouve mortes en plein hiver, ou l'été, c'est plus difficile pour des personnes vieillissantes, par exemple, de faire face à la chaleur. Donc, puis si on reparle de virus ou de pathogènes comme pendant la pandémie, mais il y a aussi la grippe aviaire. Il y a différentes menaces qui sont là. Puis, c'est important d'avoir une vigie pour pouvoir bien se préparer, puis d'être prêt. Si jamais on ne se le souhaite pas, s'il y a une pandémie, une deuxième pandémie, d'être plus prêt que ce qui s'est passé dans les dernières années. Et vous avez un mandat extrêmement large quand on regarde ça comme ça. Oui, exactement. Puis c'est ce qui est différent, justement, depuis que j'ai pris le rôle de directeur, c'est qu'avant, je travaillais en promotion-prévention avec différentes thématiques, mais maintenant, c'est très, très large, ça s'élargit complètement. L'éventail est encore plus large. C'est passionnant, vraiment. Vous l'avez mentionné, entre autres, il y a un volet de prévention, vaccination. Il y a des données publiées récemment par l'Institut canadien d'information sur la santé. Nous apprenait que le taux d'hospitalisation pour des maladies respiratoires qui peuvent être prévenues par la vaccination, on pense à la grippe et la COVID, entre autres, ça a doublé en 2024-2025 par rapport à la période pré-pandémique. Est-ce qu'on peut conclure que c'est parce que les gens se font moins vacciner, selon vous? Mais en fait, on a quand même des taux de vaccination pas si mal en Montérégie, pour être franc. Comparativement aux autres, à Montréal, par exemple, ou la par rapport au Québec. En fait, Okay. on va se comparer davantage à la province, justement, vu que chaque région a un peu ses particularités. Mais ils ont quand même, je pense, partout au Québec, on a des efforts à faire, justement, pour pouvoir mieux faire connaître, en fait, les bénéfices aussi de la vaccination. Il y a aussi toujours la réflexion à savoir quelle population on vaccine de façon prioritaire, en fonction des vaccins disponibles aussi. Donc, l'idée, c'est vraiment d'évaluer, en fait, les différentes campagnes qui se font à chaque année. Il y a des choses qui sont en dehors de notre contrôle. Par exemple, justement, l'évolution du virus, en fait de l'influenza, carrément, de quelle forme il prendra d'une année à l'autre. Donc, d'avoir le bon vaccin qui va matcher pour ça. Mais il y a d'autres éléments qui sont beaucoup plus notre contrôle, justement, en termes de d'autres prévisions. T'sais, on a tellement des bonnes données de vigie qu'on est capable quand même de savoir à peu près quand seront les vagues de contamination plus importantes, etc. Donc, il n'y a pas nécessairement en Montérégie un essoufflement, je dirais, par rapport à la vaccination. Tu sais, des gens sont comme, c'est fini. Je dirais pas que c'est le plus grand enjeu. Il y en a, puis je pense qu'il faut être, on appelle ça l'hésitation vaccinale, il faut quand même être bien aux aguets de ça. Puis on a une population qui se diversifie, on a une population vieillissante aussi quand même, donc des personnes qui arrivent à l'âge où il y aurait besoin justement peut-être d'avoir le vaccin et qui ont été peut-être moins exposées justement à des maladies antérieures, etc. Donc, c'est certainement quelque chose sur lequel il faut se concentrer. Je vous dirais pas que la situation est catastrophique, mais quand même, c'est une préoccupation qu'on a. Est-ce que vous diriez que le taux de vaccination aussi est bon chez les enfants en Montérégie, là, dans la petite enfance? Parce que on pense par exemple à la rougeole qui revient. En effet, oui. Puis bon, la rougeole montre bien à quel point on est interconnecté justement dans le monde aujourd'hui. Là. Puis qu'il y a des phénomènes justement qui viennent toucher les stations vaccinales ailleurs dans le monde, ou chez nos voisins du Sud, peut affecter aussi chez nous. Mais non, en Montérégie aussi, on a quand même une bonne vaccination qui se fait chez les jeunes aussi. Encore une fois, il y a toujours place à l'amélioration, mais on a vraiment un bon réseau bien ficelé sur les 3 territoires, parce que nos territoires sanitaires, il y en a 3 en Montérégie, 6 Montérégie-Ouest, Centre et Est, avec chacune de leur réalité, mais les équipes font vraiment un bon boulot pour pouvoir amener les vaccins dans les écoles, chez les jeunes aussi. Avec la collaboration des parents et toutes les personnes là, qui aident. Qui est essentiel. C'est essentiel, absolument. Oui.
En terminant, il y a une pétition pour interdire les boissons énergisantes aux moins de 16 ans. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette proposition-là? Est-ce qu'on devrait aller de l'avant avec, Mhm. C'est avec l'interdiction? intéressant. C'est certain que dans nos approches en santé publique, on essaie d'y aller avec la main de fer là, en dernier, si on veut, avec l'obligation, Mm. avec les politiques interdisant les choses. Mais parfois, c'est nécessaire, Ouais. je vous dirais. Puis on voit que parfois, ça a des bons résultats. Par exemple, il y a beaucoup d'analyses qui se sont faites par rapport à l'interdiction des cellulaires dans les écoles aussi, Mhm. qui montrent des résultats positifs par rapport à la connexion humaine, finalement, là. Et même dans la perception des jeunes, en plus des La parents santé et des sociale écoles. dont vous parliez tantôt, Exact, c'est ça, là? exact. Donc, est-ce qu'on est rendu là pour les boissons énergisantes? Peut-être. En fait, puis c'est peut-être l'apanage de la santé publique, c'est qu'on fait face à des géants du marketing, des personnes qui ont une expertise absolument incroyable sur comment convaincre des personnes partiellement vulnérables de prendre leurs produits. Puis on le voit par rapport à l'alcool aussi. En ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de débats là-dessus, sur la Mhm. place de l'alcool, puis à quel point on est peut-être en fait influencé fortement là, par rapport à cette substance-là. Pour les boissons énergisantes, en fait, je trouve intéressant la proposition. Certainement, il faut l'analyser, Mm. que ça vienne justement des jeunes, que ça vienne des écoles. C'est important aussi pour se l'approprier, puis de comprendre pourquoi on le fait. Mais je pense que ça peut être, on peut le tester. L'important, ça va être vraiment de l'analyser pour voir est-ce que ça a bien fonctionné, puis ensuite de réajuster. Mais c'est une intervention comme une autre, je pense, qui pourrait avoir son Ouais. potentiel en santé publique. Mhm. Une parmi plusieurs. Oui, puis ça, c'est Ouais. une bonne pratique de santé publique, c'est d'avoir plusieurs stratégies en Ouais. même temps. Par exemple, des communications, mais en même temps d'avoir des politiques, de modifier des environnements pour que les personnes puissent avoir la liberté de faire les choix qui sont le plus favorables à leur santé possible. Mhm. Mais merci de prendre soin de Oui. la santé globale Global. de la population de la Littéralement. Montérégie. Puis, bonne chance pour la suite. Oui. Merci à vous deux. Merci. Super agréable. On prend une petite pause et on revient avec nos nouvelles en rafale. Avant de commencer nos rafales, j'aimerais souhaiter la bienvenue à ma collègue Mina Dromard qui m'accompagne cette semaine pour la section des nouvelles. Audrey profite d'une semaine de vacances bien méritée et on avait eu l'occasion de tourner l'entrevue avec Dr Milo avant son départ. Merci d'être là, Mina. Mais salut Valérie, merci pour l'accueil. Cette semaine, on commence avec l'histoire d'une femme qui a été condamnée à 9 mois de prison pour avoir fraudé Pacte de rue, un organisme communautaire en travail de rue à Salaberry de Valleyfield. Exactement, il s'agit de Valérie Dalphon-Vaillancourt qui travaillait comme adjointe administrative à cet endroit-là. Elle a détourné près de 50 000 entre septembre 2022 et février 2023. Et comment elle procédait? La fraude s'est déclinée en plusieurs formes. Elle manipulait ses heures de travail à la hausse, se remboursait des dépenses non autorisées, elle utilisait les cartes de crédit de l'organisme à des fins personnelles. La preuve fait état de 307 transactions auprès de différents commerces dont Amazon, DoorDash ou Herbalife. On parle de 26 000 en dépenses non autorisées, auxquelles s'ajoutent 21 virements depuis les comptes de l'organisme pour un autre 22 000 Le juge Bertrand Saint-Arnaud a été sans équivoque dans son jugement. La fraude était préméditée, planifiée et réfléchie et s'est étalée sur 5 mois. Il a qualifié les gestes d'autant plus odieux puisqu'il visait un organisme qui vient en aide aux plus démunis. Elle devra passer 9 mois en détention et rembourser un peu plus de 3 000 à l'organisme. Elle doit aussi respecter une interdiction d'occuper tout poste comportant une autorité sur des biens ou des fonds, et ce pendant 5 ans. Et c'était quoi les répercussions concrètes là pour Pacte de rue? L'assureur, d'un côté, a couvert 45 000 mais au-delà de l'aspect monétaire, l'organisme s'est senti carrément trahi. Il a dû mettre sur pied un comité d'urgence pour stopper ce qu'ils ont appelé une hémorragie. Ils ont dû changer les serrures, annuler les cartes de crédit. Ça représente plus de 800 heures de travail pour régulariser la situation. À Longueuil maintenant, le service de police de l'agglomération de Longueuil se réjouit d'une baisse générale de la criminalité en 2025, mais il s'inquiète toutefois de la délinquance juvénile. Oui, de plus en plus de jeunes sont impliqués dans des crimes graves. Selon le rapport d'activité de 2025 du SPAL, près de 700 jeunes ont été interpellés dans 516 événements violents et dans environ 15% des dossiers, une arme était en cause. C'est une hausse de 6% par rapport à l'année précédente et on atteint même les niveaux les plus élevés observés au cours des 10 dernières années. Concernant les infractions recensées, on parle surtout de voies de fait simples, de menaces, d'agressions sexuelles et d'agressions armées. Et puis une autre donnée marquante, là, l'implication
l'arrestation d'adolescents dans les vols qualifiés sur personne a doublé en un an. Et là, le SPAL dit vouloir intervenir plus tôt. De quelle façon? Oui, en fait, il mise surtout sur la prévention et la détection rapide. En 2025, le SPAL a justement renforcé son analyse stratégique des médias sociaux. L'idée, c'est de mieux surveiller les phénomènes criminels émergents liés à la délinquance juvénile et pouvoir intervenir plus rapidement. Parce que de plus en plus, les policiers constatent que des jeunes sont recrutés directement sur les réseaux sociaux. Certains s'y vantent de crimes commis, d'autres publient même des images de leurs gestes. Donc on le comprend, là, du côté des priorités 2026-2028 du SPAL, la jeunesse occupe une place centrale. Et en ce sens, le projet Groupe Contact, en place depuis 2022, poursuit ses interventions auprès de jeunes à risque ou déjà impliqués dans la délinquance pour tenter de briser la trajectoire criminelle. Et signe que cette approche porte ses fruits, le programme a reçu une distinction nationale l'année dernière. Valérie, ça roule vite ces temps-ci dans la région de Châteauguay, peut-être même un peu trop vite. Oui, on peut dire ça. Les policiers du service de police de Châteauguay sont intervenus à 3 reprises pour des grands excès de vitesse au cours de la fin de semaine des 9 et 10 mai. Le plus frappant s'est produit le samedi dans le secteur du parc multifonctionnel à Léry. Un conducteur de 72 ans circulait à 129 km/h dans une zone limitée à 30 km/h et au même moment, des enfants jouaient au baseball tout près. Et les conséquences, est-ce qu'elles ont été sévères? Très sévère, il a reçu 2 constats d'infraction totalisant 3 436 22 points d'inaptitude et son permis a été suspendu sur le champ pour 7 jours. Les 2 autres cas de vitesse sont survenus le dimanche. Un conducteur de 24 ans a été intercepté vers 1 h du matin sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste à Châteauguay à 94 km/h dans une zone de 50. Il a reçu un constat d'infraction de 627 et 6 points d'inaptitude. En fin de soirée, un conducteur de 43 ans roulait à 100 km/h sur le boulevard industriel, également dans une zone de 50. Il a écopé d'un constat de 872 et de 10 points d'inaptitude. Les 2 hommes ont aussi vu leur permis suspendu pour 7 jours. Émina, le Roussillon fait partie des mauvais élèves en Montérégie en ce qui concerne l'état des logements HLM. Oui, Valérie, plus de la moitié des logements à loyer modique de l'Office d'habitation du Roussillon sont actuellement considérés en mauvais état. Cela dit, la situation s'est tout de même améliorée depuis le début de l'année. Concrètement, seulement 46% des logements de l'Office d'habitation du Roussillon sont jugés dans un état satisfaisant. Et même si la situation est préoccupante, eh bien, il y a pire ailleurs en Montérégie. Du côté de Vaudreuil-Soulanges, seulement 39,4% de logements sont considérés en bon état. Puis à l'échelle de toute la Montérégie, ce sont 62,6% des logements à loyer modique qui étaient considérés dans un état satisfaisant en date de janvier dernier. Et comment ça se calcule l'état des immeubles? Mais les immeubles reçoivent une cote allant de A à E. Les immeubles classés A, B et C sont considérés en bon état, alors que ceux classés D et E sont jugés en mauvais état. Et ces cotes-là, elles sont attribuées à partir des bilans de santé des immeubles qui sont réalisés tous les 5 ans. Par exemple, un bâtiment coté C pourrait avoir des fenêtres à changer, tandis que les bâtiments D et E n'ont souvent pas subi de travaux majeurs depuis 35 ans. Catherine Fontaine, la directrice générale des OH du bassin de Chambly et Roussillon, assure que depuis 2023, d'importants efforts d'investissement ont été déployés pour améliorer les conditions de vie des locataires. Et j'imagine que tout ça a un coût. Oui, les réfections réalisées jusqu'à maintenant représentent plus de 579 000 $. Et d'ici la fin de l'année, les investissements pourraient atteindre près de 1,4 million de dollars. Dans son plus récent budget, le gouvernement du Québec prévoit 236,5 millions de dollars pour poursuivre la remise en état des 63 500 logements à loyer modique partout dans la province. Valérie, vous avez parlé à quelques reprises des navettes fluviales du secteur de Boucherville et Longueuil dans les dernières semaines. Et t'as du nouveau à ce sujet? Oui, à la mi-avril, on ne savait toujours pas si le financement des navettes qui font la liaison entre la Rive-Sud et Montréal allait être reconduit. C'est maintenant confirmé. Elles vont reprendre du service dès ce vendredi, juste à temps pour le Grand Prix de Montréal cette fin de semaine. Et on parle de quelle liaison, là? Il y en a 6 qui desservent Montréal, Boucherville, Varennes et Longueuil. Il y a entre autres les lignes Boucherville-Parc-Belle-Rive, Boucherville-Vieux-Port de Montréal, Vieux-Port de Montréal, Pointe-aux-Trembles et Varennes, et aussi une liaison entre Longueuil et le Vieux-Port. Comme lors des étés précédents, des départs additionnels seront offerts en soirée de Boucherville vers le Vieux-Port de Montréal ainsi qu'en provenance du Vieux-Port. La navette fluviale entre Boucherville et le parc Belle-Rive demeure gratuite. Les cyclistes pourront encore cette année embarquer leur vélo gratuitement à bord. Sinon, le coût d'un passage, c'est 6 $ jusqu'au 30 juin. À compter du 1er juillet, ce sera 7 $.
Et est-ce que la saison 2025 a bien fonctionné? Très bien, en fait. Plus de 543 600 déplacements ont été enregistrés entre mai et octobre 2025, ce qui représente une hausse de 18 par rapport à 2024. Le taux de satisfaction des usagers atteignait 94. Et là, si tu me permets, avant qu'on passe au prochain segment, Mina, j'aimerais souligner que notre collègue Daniel Bastin du journal La Relève a reçu un très bel honneur la semaine dernière. Il s'est rendu à l'Assemblée nationale pensant faire un reportage sur la carrière de la députée Suzanne Roy, qui prend sa retraite très bientôt, mais c'était plutôt un prétexte pour rendre hommage à notre collègue journaliste qui compte 27 ans de carrière. La députée a lu une déclaration en son honneur au Salon Rouge, alors bravo Daniel pour cette distinction bien méritée. Et à surveiller cette semaine, c'est aujourd'hui que Michael Caine de Châteauguay recevra sa sentence. Il avait plaidé coupable à un chef de contact sexuel sur une personne de moins de 14 ans. Et on change de registre. Au hockey, il n'y a pas que le Canadien ou la Victoire en ce moment. Le hockeyeur de Châteauguay, Nathan Lecomte et son équipe des Saguenayens ont remporté la Coupe Gilles Courteau cette fin de semaine. Ils poursuivent leur route vers la Coupe Mémoriale. Leur premier match est prévu samedi. Merci vraiment, Mina, de t'être joint à moi. Évidemment, ceci n'est qu'un bref aperçu de tout ce qui se passe sur la rive sud de Montréal. Pour rester informé, on vous invite à consulter les sites web de nos médias et à vous abonner à la chaîne YouTube Ma vie, ma région. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt! À bientôt! Brossard Hyundai. Ceux qui savent, savent.